vraiment 2 minutes. Comme je pense que c'est une bonne nouvelle, je voulais en profiter, parce que vous êtes tous là et qu'on l'a annoncé à vos directeurs ce matin. La réforme et la création du statut d'enseignant-chercheur a été axée par les services du Premier ministre, et donc normalement tout va bien, parce qu'on était très très inquiets. On souhaitait que ça passe avant évidemment les présidentielles, et là on a eu la confirmation, la validation des textes. Donc on va au Conseil d'État, puisqu'il y a 5 décrets, dont celui d'enseignant-chercheur, celui des établissements aussi, qui va être vu dans le sens de plus de collégialité. Donc voilà, je crois que ça va vous aider notamment pour tout ce qui va être doctorat. Ce matin, on n'a pas approfondi, mais je crois qu'il y a tous les champs, les possibles vont s'ouvrir. Voilà. Bons travaux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Donc cet après-midi va être consacré un peu plus sur la question du logement. La question du logement et de sa réhabilitation et de la prise en charge de cette réhabilitation et les implications que cela peut avoir à la fois en termes de patrimoine, de gestion de patrimoine pour certains bailleurs, mais également pour nous architectes, des notions qui sont attachées à la réutilisation, à la reconversion des matériaux. Sachant qu'effectivement le patrimoine du XXe siècle est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire qu'il est à la fois un patrimoine construit industriellement, mais il est aussi un patrimoine issu de tout un savoir-faire et des isolations qui présentent effectivement de nombreuses difficultés. Donc je vous présente les intervenants aujourd'hui, de cette partie de l'après-midi, de cette section numéro 2. Donc nous avons Madame Pascale Guigou, qui est architecte, un architecte qui travaille dans la maîtrise d'ouvrage, qui travaille pour donc un bailleur I3F, qui est responsable d'un service lié à la rénovation des bureaux, mais également du logement. Vous avez été également chargé de mission pour l'USH, et donc vous êtes un gestionnaire bien tout à fait à même de pouvoir nous parler de préoccupations d'un maître d'ouvrage. Nous avons également donc Madame Maria Lopez-Diaz, voilà, bonjour, qui est enseignante à Paris-Lafayette, qui en charge plutôt les questions de l'habitat ancien et du développement durable. Et j'ai cru comprendre que vous aviez une pédagogie attachée à la pathologie du bâtiment. Oui, entre autres, voilà. Monsieur Casanel, qui est enseignant à l'école d'architecture de Lyon, qui est en charge d'un domaine d'études qui est lié à architecture métropole, territoire habité, mais également aussi un nouveau master en cursus ville et environnement durable. Et puis nous avons 2 enseignants de l'école d'architecture de Lille, qui sont des enseignants à la fois qui interviennent en licence et en master sur la question de la reconversion et du patrimoine du nord de la France, très particulier, issu de ces maisons ouvrières. Et vous travaillez sur l'influence effectivement de comment constituer la rénovation de ce patrimoine qui effectivement pose un certain nombre de problèmes patrimoniaux. Voilà. Donc je passe la parole à notre premier intervenant, donc Madame Guigou. Merci. Voilà, je vous en prie. Bonjour. Donc je suis en charge de la directrice de la réhabilitation et de la rénovation durable et de l'innovation à Immobilière 3F. Donc je ne vais vous parler que de réhabilitation, que de logement et que de logements sociaux et que de réhabilitation de logements sociaux en site occupé. Voilà, ça m'occupe 100% de mon temps de travail, ainsi que les 12 chefs de projet qui font partie de mon agence et sur lesquels nous intervenons sur les 4 départements de la région Île-de-France, sachant que j'ai un alter ego qui a lui-même 12 chefs de projet. Donc 24 chefs de projet à 3F font que de la réhab en site occupé sur le patrimoine d'Immobilière 3F. Donc vous avez eu le temps de regarder les 2-3 chiffres que j'avais mis là. Simplement pour dire que donc 4 800 000 logements sociaux en France, dont une croissance, une production d'1% à peu près par an, tout le monde connaît ces chiffres, et 125 000 logements réhabilités en France. Sur
de 34 millions de logements en France, il y en a 8% de vacants, 10% qui sont des résidences secondaires et 8% et 82% qui sont donc les résidences principales et qui constituent l'habitat défoncé. Les 4 800 000 logements sociaux français sont composés à 85% de collectifs, à 15% d'individuels. Pour ce qui est de l'ensemble des logements, les proportions ne sont pas du tout identiques, puisqu'on a en France 56% d'individuels qui constituent le patrimoine de logement et 44% de collectifs. Et particulièrement en région Île-de-France, on a 80% de collectifs et 20% d'individuels. Donc on voit que la trame du logement social en France est très majoritairement évidemment du collectif. Aujourd'hui, le patrimoine HLM français a été construit à hauteur de 13% après 2000. Et aujourd'hui, je vous ai mis le chiffre de ces 73% qui datent d'avant 90, qui constituent, entre guillemets, le terroir de la réhabilitation chez un bailleur social. C'est-à-dire qu'il nous arrive déjà là maintenant de réhabiliter des immeubles des années 80, fin 80, et peut-être un focus sur les villes nouvelles qui ont énormément produit à cette époque-là et qui peuvent être en briques comme à 50 ans d'Yvelines, qui peuvent être les Camembert, le Marne-la-Vallée, qui appartiennent à Transdev. Donc un terreau de travail assez important qui arrive là sur une première phase de réhabilitation, sachant bien évidemment le patrimoine des années 50, 60, voire 70 a déjà été réhabilité au moins une fois. 2-3 chiffres sur les idées reçues du logement social, mais vous maîtrisez peut-être ces chiffres. Hein. Donc seulement 9% de grands logements en HLM, hein, on voit la composition, 25% de une pièce, 2 pièces, 2 tiers de 3-4 pièces, seulement 8% de familles nombreuses en logements sociaux, 35% de gens qui ont plus que 60 ans et 10% qui ont moins de 30 ans. Donc on voit une population qui est vieillissante, ça pose des vrais sujets, notamment en réhabilitation, et puis 20% de familles monoparentales, alors que les taux français sont à moitié, puisqu'il y a 10%, la composition familiale des familles monoparentales, c'est 10% de la population française. Donc une population un petit peu atypique par rapport au schéma global, et un taux de 2,30% de gens, de personnes par logement. Hein. Donc l'image des grands logements avec beaucoup d'enfants, c'est pas tout à fait ça. Quoi. Un focus sur la réhab à 3F, donc on a réhabilité depuis, on va faire schématique, hein, 2010-2015, à peu près 3000 logements par an. Aujourd'hui, on est clairement passé à la vitesse supérieure, d'où le nombre de projets que vous évoquez, du fait des réhabilitations thermiques et des engagements liés au Grenelle de l'environnement et à ce qu'on appelle l'éradication du patrimoine HLM énergivore, c'est-à-dire qui est en étiquette EFG. Pour exemple, 3F a 14% de son patrimoine qui est en étiquette EFG. L'objectif du Grenelle, c'est d'arriver en 2020 à avoir éradiqué 100% de ces patrimoines dits énergivores. Donc une croissance assez forte au moins jusqu'en 2022. Le logement social, comme tout le monde, comme vous le savez en France, hein, bénéficie d'aide de l'État. Il faut avoir un agrément pour être bailleur social. C'est un service d'intérêt général et dit d'utilité publique, ce qui est complètement contraire aux traités européens. Donc c'est une exception française. Donc effectivement, ces financements publics permettent d'absorber des aléas financiers, ce qui fait que, voilà, j'ai noté, on ne connaît pas la crise, mais il est vrai qu'on est constant dans notre production. Alors s'il y a une stabilité économique, le revers de ça, c'est qu'il y a une certaine rigidité, certaines contraintes, bien évidemment, dans les investissements, qu'ils soient en neuf ou en réhab, dans le logement HLM en France. Particulièrement I3F, tous les travaux d'investissement que nous faisons sont sous contrat de maîtrise d'œuvre. Je suis contente parce qu'il y a plusieurs maîtres d'œuvre avec qui je travaille
travail qui étaient là ce matin, qui sont là cet après-midi. Donc c'est 100% d'opérations avec de la maîtrise d'œuvre, un taux d'honoraire de 8%, c'est une moyenne, et une sélection de maîtrise d'œuvre qui se fait en fonction de la loi MOP avec en dessous des seuils, donc c'est-à-dire 207 000 € d'honoraires, une sélection et puis une note d'intention, une sélection de 3 maîtres d'œuvre et une note d'intention qui permet de désigner un maître d'œuvre, et au-dessus des seuils le même process, mais avec une audition orale des 4 candidats désignés, audition dans laquelle on invite la collectivité territoriale. Voilà. Donc, de quoi travailler, j'espère. Donc, pour nous, qu'est-ce que c'est réhabiliter? C'est bien évidemment moderniser, c'est de la maintenance et de l'entretien, mais c'est surtout aussi d'investir, d'être attentif au préventif et à une certaine mise en conformité. C'est améliorer la qualité de service, mais parce qu'il y a des habitants dans nos logements et le taux de vacances HLM en région Île-de-France est de 3% et de 0,9 à Paris intramuros. Donc on n'est pas sur des problématiques de bâtiments et de patrimoine vacant. Donc les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité de service, c'est évidemment des économies de charges et une isolation des bâtiments et une inscription future du bâtiment dans le cadre d'une meilleure gestion des charges et voilà, des charges et de la consommation énergétique, voilà le mot que je cherchais. C'est aussi un point de vue d'innovation. Je pense qu'il y a une niche, ou en tous les cas quelque chose à creuser. Nous, on en ressent le besoin en tant que maître d'ouvrage, c'est-à-dire que on est au XXIe siècle dans des bâtiments qu'on pressent connectés de plus en plus, qu'on pressent avec des ENR, avec l'utilisation aussi du BIM. Et le maître d'ouvrage, il n'est pas forcément bon là-dessus, et on attend beaucoup de la maîtrise d'œuvre sur ce type de domaine, que peuvent être tout l'apport du digital dans les bâtiments et dans nos projets. Voilà. Et des évolutions sociologiques que j'évoquais tout à l'heure, à travers effectivement une forte proportion de familles monoparentales et clairement un vieillissement des habitants. Alors, le maître d'ouvrage, on va commencer par les atouts. Nous, on maîtrise à peu près notre métier et le process de la maîtrise d'ouvrage. Et on a une expertise d'une réhab en site occupé. Là où on est beaucoup plus fragile, c'est dans la vision du projet, puisqu'elle va être assez stéréotypée et assez orientée gestion locative. Une connaissance restreinte de notre patrimoine et de ses pathologies, parce que voilà, ce matin on n'a pas vraiment beaucoup prononcé le mot pathologie. J'ai l'impression que chez nous c'est quand même la préoccupation majoritaire, et on a des bâtiments qui représentent des fortes pathologies d'utilisation et de fonctionnement et constructives. Voilà, donc là on manque de culture là-dessus. Et on est aussi un peu faible sur la réticence à l'innovation technique. Le maître d'œuvre, de ce que j'en vois, bien évidemment dans mon quotidien de travail, ses faiblesses, ça va être un intérêt tout relatif à la réhabilitation en site occupé, et j'estime une connaissance, on en a beaucoup parlé ce matin déjà, du patrimoine de la deuxième moitié du XXe siècle, qui constitue la très grosse majorité de notre patrimoine, qui est à approfondir, une culture technique évidemment, et puis architecturale. En revanche, il est clairement facteur de plus-value sur tout ce qui est son approche pluridisciplinaire, à la fois technique, patrimoniale, mais aussi sociologie, l'urbanisme, où là le maître d'ouvrage en revanche a une très très peu de culture. Il va apporter une analyse critique au programme du maître d'ouvrage qui, comme je l'ai dit, n'a qu'un seul volet qui est celui de la gestion locative, et on lui demande aussi une maîtrise de la réglementation, puisque
qu'on agit dans des sites contraints et réglementés. Donc, ce qu'on attend de la maîtrise d'œuvre en tant que maître d'ouvrage, c'est son rôle et sa plus-value, ça va être de comprendre et d'appréhender à la fois l'architecture du bâtiment à travers son histoire. Et on voit beaucoup d'architectes qui, bien qu'on puisse penser que les HLM de la deuxième moitié du XXe siècle soient un peu pauvres au niveau architectural, réussissent à développer des projets architecturaux qui permettent de mettre en exergue l'ensemble de la qualité du bâtiment et permettent de sortir des projets extrêmement réussis. Voilà, ce qu'on attend de lui, c'est aussi une analyse technique des pathologies du bâtiment. On n'a pas parlé du bureau d'études techniques ce matin. Ils sont bien évidemment en binôme avec l'architecte, mais il ne faut pas que l'architecte déserte ce champ-là, parce qu'un BET seul, c'est moins bien. C'est mieux avec l'archi. Et c'est pas hésiter à être force de proposition donc sur des sujets clés que sont les énergies renouvelables. Où là vraiment, alors en réhab, déjà en œuvre on a un peu de mal, mais alors en réhab c'est assez un désert technique quoi. Et alors nous en tant que maître d'ouvrage on n'est pas sachant non plus, donc on attend aussi beaucoup d'implications, je ne sais pas si ça s'enseigne dans les écoles, mais nous on est preneurs, voilà. Parce qu'on sent que il faut s'y mettre quoi. Voilà, et puis tout comme je l'ai dit, les bâtiments, l'ensemble du digital, des bâtiments connectés, tous les capteurs qu'aujourd'hui on met sur une gestion et des économies de charge et une maîtrise des économies d'énergie. Et puis bien évidemment le BIM en réhab, où on démarre quelques opérations pilotes, mais ce n'est pas encore à l'échelle de l'ensemble des opérations. Et bien évidemment la dimension sociale et sociologique de nos habitants. Je voulais finir par peut-être une illustration de deux ou trois projets. Voilà. Donc je vous ai mis ici un exemple de réhabilitation qui est en cours, qui est à Paris dans le 19e arrondissement. Donc ce sont 464 logements IGH construits par Martin Van Treck dans les années 75. Donc ce sont les plus hautes tours de logement de Paris. Donc R+39. Notre porte d'entrée, vous voyez, quand on parle de patrimoine et d'ADA, c'est la pathologie du bâtiment. Donc là, c'était les carreaux de Buchtal qui tombaient, et puis un bâtiment dit énergivore, puisqu'on est à 460 kWh par mètre carré par an de consommation énergétique. Et les colonnes montantes qui ont donc 40 ans et qui fuient partout. Donc voilà, quand on fuit sur 40 étages, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, voilà. Donc le coût de l'opération, on est en travaux aujourd'hui, le coût de l'opération c'est de l'ordre de un peu plus de 17 millions d'euros, c'est 34 mois de chantier, c'est un groupement d'entreprises, donc les travaux c'est de purger l'ensemble de la façade et avec une très forte volonté de traitement thermique et de réhabilitation thermique. On voit qu'on est passé avec 16 cm d'épaisseur, donc là techniquement on est dans le dur, et on atterrit à 80 kWh après travaux, en partant de 460, je crois. Toujours en site occupé. Toujours en site occupé, ouais. On ne s'est pas relogé 464 familles à Paris intramuros, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est un chantier qui est en cours, qui est un peu emblématique, qui a été visité par Madame la Ministre. Mais bon, voilà. La photo suivante vous montre donc la pose des fenêtres des menuisiers extérieurs au nu extérieur de la façade, qui a permis de créer en haut à droite une plus-value d'habitabilité, puisqu'on a aujourd'hui des petites tablettes et des insertions de la fenêtre qui est venue absorber les 16 cm plus le bardage acier de ce projet architectural. Et des charges de chauffage qui passent clairement de 9 € à 5 € du mètre carré par an. Un programme cher en chauffage, c'est une moyenne de 12 € du mètre carré. Donc là, on est sur un sujet qui va passer à 5 après réhab.
et donc évidemment des bâtiments plus écologiques après travaux. Et là, la photo suivante, voilà, vous avez, ça c'est une photo qu'on a faite la semaine dernière, donc le bâtiment de gauche est terminé en façade et le bâtiment de droite complètement au bout est en cours de pose avec les plateformes et les matrices. Et celui qui est au milieu est une copropriété, donc n'est pas réhabilité. Voilà donc un exemple de projet d'architecture et de réhabilitation en site occupé, avec, j'ai noté aussi un accompagnement de la part de l'équipe de maîtrise d'œuvre sur le site occupé et ce qu'on a mis en place pour permettre cette réhabilitation lourde de 36 mois avec des logements et des habitants à l'intérieur. Voilà. Voilà, j'avais d'autres exemples. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole donc, à Madame Maria Lopez-Diaz. Qui doit mettre son... Alors, ça se passe comment? Vous avez préparé une intervention sur habitat ancien et développement durable. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait super. Je ne vois pas le... Est-ce que vous voyez là? Elle est là. Je ne vois pas le... Il n'apparaît pas. Peut-être qu'il faut étendre ça. Ouais, peut-être. Est-ce que vous savez le faire? Moi, je suis pas un Mac. Non, moi non plus. Parce qu'avec C'est ça, pas on a mon des Macs. problème. Exactement. Est-ce Une que génération peut-être plus il y a jeune que la quelqu'un? nôtre. Vous pouvez me... Pas porter les bonnes lunettes. C'est ça. Oui, c'est ma clé, donc on va aller en bas et sans se gêner. C'est celui-là? Séminaire, oui, tout à fait. Si on peut. Diaporama. En double. Par contre. Je délimite. Oui. Peu importe. Si je jappe. C'est bon là. C'est bon. Bonjour, donc Maria Lopez-Diaz, architecte, enseignante à la Villette depuis quelques années et avec une double casquette parce que je suis chargée de développement durable au sein de l'ANA en temps partiel, mais je travaille aussi sur l'habitat social avec un autre angle de vue et peut-être d'autres spécificités. Donc, il m'a été demandé de parler un tout petit peu de cet habitat ancien, existant, vis-à-vis de notre enseignement aux écoles d'archi. Et je me pose plutôt des questions plus de questions que de réponses pour l'instant. Est-ce que les architectes sont suffisamment et majoritairement présents dans toutes les réhabilitations en France? Je pense pas, je pense que c'est insuffisant. Donc je me pose la question de pourquoi. Que des questions. Est-ce que c'est pour certains architectes jeunes moins valorisants, des petites réhabilitations? Est-ce que c'est peut-être que les honoraires ne sont pas à la hauteur de la complexité et des difficultés qui en découlent? Est-ce que c'est vraiment plus complexe ou pas? On en a parlé ce matin avec des opinions contraires, mais parfois ça peut être pour des jeunes architectes assez complexe de rentrer dans ce domaine de la réhabilitation, et cela évidemment en fonction de différentes typologies constructives.
Et cela reprend le sujet que l'habitat ancien, c'est pas l'habitat ancien. J'ai plusieurs habitats avec une richesse qu'avec mon accent qui vient, comme vous le voyez bien, de notre pays, beaucoup moins riche en typologie constructive et surtout rien en 1500 et quelques, c'est l'Argentine. Donc là, quand je me retrouve avec l'habitat ancien, je me dis lequel, il y en a plein, différents. Et cette jeune architecte ou étudiant doit comprendre, connaître, saisir différentes typologies, différents matériaux, différents climats, différentes règles de l'art qui s'appliquent cas par cas. Donc, ce n'est pas le béton, c'est un habitat riche, divers, varié, et si je peux dire mon mot, assez complexe et passionnant. Donc, réglementation, on a mentionné un tout petit peu le mot à un moment donné. Est-ce que c'est très facile de réglementer pour tous dans un cas par cas, si spécifique, et avec des enjeux aussi assez spécifiques. Donc là, encore une fois, nous sommes devant des règles qui doivent parfois être beaucoup plus souples ou obtenir une qualité pour tout le monde de façon systématique et réglementaire n'est pas forcément quelque chose d'évident à mettre en place. Donc, un projet de réhabilitation qui doit être bien sûr optimisé, performant, et comment y arriver? Bien, personnellement, je pense que la première chose, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est de bien connaître son bâtiment. Son bâtiment dans le contexte climatique, dans le contexte social, historique, dans le contexte pas seulement de l'îlot, je peux aller beaucoup plus loin, et ça me rassure de bien connaître l'origine même à l'échelle de l'implantation, comme a été vu ce matin. Maintenant, je vais me poser une autre question. Vous voyez, c'est que des questions. Ce diagnostic multicritère qui veut évidemment des compétences différentes, diverses, ça coûte cher. C'est difficile, c'est pas difficile, c'est méthodiquement faisable. Est-ce que tout le monde veut payer pour quelque chose qui est assez, qui prend au moins beaucoup de temps? J'ai pu passer la diapo, c'est déjà ça. Bien, avant de passer aux enseignements, cette question architecturale qui a été évoquée, personnellement avec mon accent et venant de notre culture, pour moi l'architecture et la technique sont étroitement liées et je ne peux pas les dissocier. Donc de cette façon-là, j'entreprends mes cours de la même façon. J'ai du mal à dire technique d'un côté, architecture de l'autre, et le social, le technique, l'économique et l'environnemental ne sont pas des couches, ils sont étroitement imbriqués les uns avec les autres. Donc, Madame vient de parler de HLM, c'est un social d'un côté, il y a un social privé qui n'a pas les compétences, je vous donne le dos et je m'excuse, les compétences de pas mal de boîtes HLM avec toute une ingénierie, avec des moyens. Donc le social n'est pas le social, c'est déjà différents aspects de cette réhabilitation sociale. Typologie usager. Il y a un usager dans l'existant, je le connais presque toujours. Donc là aussi, je dois le prendre en compte, analyser dans cette diagnostic, dans cette connaissance. Si on oublie le mot diagnostic, on se met à connaître cet objet sur lequel on est censé intervenir. Après, il y a des aides où il n'y a pas des aides. Les conditions changent. C'est une copropriété qui est entre deux bâtiments égaux et là, évidemment, un autre distinct. Donc, et c'est qui fait les projets? C'est qui fait la réhabilitation en France? Est-ce que ce sont nous, les architectes? C'est aussi les artisans? C'est aussi cas par cas? C'est aussi l'usager? Donc, est-ce qu'on va former seulement les architectes? Est-ce qu'on va former toute la filière? C'est une des questions aussi auxquelles je me suis posé des questions. Et j'ai aucune réponse. Donc, former les étudiants, bien sûr, on est là pour. Pas seulement, toute la filière, et je pourrais aller jusqu'au distributeur. Parce qu'une fois que j'ai prescrit un matériau, tout d'un coup, au moment de l'acheter, quelqu'un ne le trouve pas, change, et tout change, tout chamboule. Et j'ai des pathologies pas mal de fois qui
en découle de ce dernier moment de distraction, disons. Bien, on doit se faire quelques objectifs. On se met des objectifs. Donc, un des objectifs que je me suis mis quand j'ai commencé ces enseignements, il y a très longtemps déjà, mais très spécifiquement il y a quelques années déjà à la Villette, c'est essayer de faciliter la vie future de nos architectes avec une mise en situation professionnelle. Mise en situation professionnelle qui veut dire une demande concrète, un bâtiment réel et des usagers qui ont des désirs, des besoins et des sollicitations. Donc on a travaillé depuis des années avec la ville de Paris, avec les pactes, avec des collectivités près de Compiègne, Rémy, toujours avec les maires, toujours avec les différentes instances de décision dans des projets. L'hôpital Saint-Paul-de-Vence, l'année dernière, et là on avait plein de pathologies, c'était juste génial pour nous, pas génial pour les gens. Et là, le contexte était de dire pathologies qui viennent de la désoccupation pendant des années, donc des associations qui étaient intéressées de voir quelles étaient les conséquences d'un bâtiment qui attend une réhabilitation et que cette réhabilitation prend parfois des années et quelles sont les conséquences vis-à-vis justement des pathologies. Dernière expérience, et j'en parle 2 minutes parce que je suis encore dans le essoufflement de cette expérience. Donc c'était Plovdiv 2019 sera dénominée la capitale de la culture en Europe. Donc c'est en Bulgarie et concours de circonstances, j'ai eu la possibilité d'avoir accès à la mairie de cette ville, avec ses demandes, avec des bâtiments réels, avec un contexte très obligé et obligeant, parce que c'est dans le temps, 2019 c'est demain, quand on veut présenter sa ville au monde entier, peut-être pas, mais au moins à une grande quantité de public européen. Et c'est de cette façon qu'on a envisagé un travail d'étudiant à l'international sur cette ville magnifique. Donc, je reviens un tout petit peu à l'enseignement et une des autres choses que je me suis proposé comme objectif, c'est que dans un diagnostic, la première des choses, c'est de mettre en valeur, en avant, les qualités de l'immeuble. Ce que je dois préserver et ce que je ne dois pas abîmer en imaginant des superbes réhabilitations. D'autres problèmes ne doivent pas abîmer ce qui est la valeur pour laquelle un bâtiment est là. Donc, j'ai besoin de voir quelles sont pas seulement les pathologies, mais aussi bien les dysfonctionnements. Et dysfonctionnement, c'est pas que la matière, c'est pas que une pierre qui est érodée, c'est aussi un dysfonctionnement en thermique, ça peut être accessibilité, ça doit être l'acoustique, ça doit être l'éclairage naturel, etc., etc. Donc c'est aussi vaste que vous pouvez bien tous l'imaginer. Donc je relie la technique à les enjeux sociaux, environnementaux, économiques et sans oublier les modes de gestion qui sont déterminants des possibilités d'intervention dans une réhabilitation. J'essaie de me dépêcher, vous allez me dire si je suis affreusement en retard. Pas encore? Non. Super. Donc j'ai encore 3 ou 4 slides. Donc pour revenir au sujet qui m'a été demandé, les enseignements, au-delà d'autres enseignements, je cible sur le sujet de cette journée et j'ai pu mettre en place un optionnel, donc ça correspond tout à fait au diagnostic qui a été évoqué ce matin, sur ce diagnostic multicritère. Diagnostic multicritère veut dire évidemment des compétences spécifiques cas par cas. Je ne prétends pas, avec quelques heures de cours, pour des étudiants qui deviennent experts en 10 sujets, 15 sujets, 20 sujets. Oui, qu'ils ont un langage en commun de base, minimum, pour pouvoir être un interlocuteur aisé avec les bureaux d'études ou avec les spécialistes qui devront prendre le relais dans le cas où la complexité le mérite. Donc, pourquoi
diagnostic simplement parce que, personnellement, je considère qu'un bon diagnostic approfondi, où on investit du temps, de l'argent, des moyens, en fonction des besoins, évidemment, est la clé d'un bon projet. C'est là que se joue la qualité du projet. Et ça va nous faire gagner pas mal de temps et de moyens après. Donc là, pour la petite... je reviendrai à cette illustration. Il faut pouvoir hiérarchiser, évidemment, et ça, ce sont un des sommaires des travaux des étudiants. Je ne vous les ai pas apportés, le temps ne me le permet pas. Par contre, j'ai dans mon sac lourd que j'ai transporté toute la journée quelques exemplaires si jamais il y a un intérêt sur le sujet. Donc, chacun des étudiants, en fonction de ses besoins, il prend un vrai bâtiment avec des problèmes, il les analyse et fait son diagnostic. Les moyens, parfois on en trouve des moyens de dernière génération, comme pouvoir faire des mesures au laser, et donc on est en train de rentrer dans le BIM quand on peut, si on a les moyens, et sinon on reprend le mètre et on fait avec. Pathologie, donc ça me rassure parce que je ne savais pas si le mètre ou pas de l'eau. D'accord, c'est mis, donc ce sont un quadrimestre, l'autre quadrimestre, c'est tout à fait impliqué. Ce n'est pas toujours tous les mêmes étudiants, mais il y a une grande quantité qui sont réincidents d'un semestre à l'autre, tout en râlant qu'ils ont trop de travail à faire, mais ils reviennent. Donc ça veut dire que quelque part, on a de la chance. Et là, dans ce qui est pathologie, je fais une distinction entre les pathologies classiques, physique du bâtiment, la chimie, tout ce qu'on nous a appris toujours, avec les nouvelles super pathologies qu'on est en train de créer par, entre autres, des mauvaises réhabilitations, des réhabilitations inappropriées, où il y a des incompatibilités, où on utilise des méthodes nouvelles, neuves, innovantes parfois, mais pas adéquates au fonctionnement de ce bâtiment. Donc là, nous n'avons pas seulement le classique, mais aussi tout ce qui vient des incompatibilités et des mauvaises pratiques de réhabilitation. La méthode, c'est d'abord les confronter à une approche tout à fait intuitive qui résume et qui me permet de voir quel est le niveau de déduction, et après, évidemment, des cours qu'ils suivent et une deuxième approche tout à fait méthodique et issue de cette double approche. Donc, qu'est-ce qu'on peut enseigner en quelques heures, la pathologie? Je crois qu'il y a des universités qui prennent des années, d'accord, ou voire vraiment, et des experts qui ont investi aussi des années à apprendre quelques sujets. Donc, c'est plutôt savoir réfléchir et avoir une méthode que de connaître un sujet. Donc, on transmet plutôt une méthode, plutôt un savoir penser, réfléchir, et qui se rapproche énormément dans le sujet, surtout des pathologies, à la démarche dans la recherche qu'ils peuvent ou pas avoir envie ou possibilité de suivre après. Donc, du sous-sol jusqu'au toit, en passant par la matière, en comprenant l'eau, et on revient à notre voyage à Plovdiv. Donc, je vous laisse les deux optionnels de côté, qui sont deux cours de technique de la construction quelque part, et que j'enseigne en lien direct avec le projet. Donc, on présente les cours, on suggère vivement, c'est pas obligé, mais qu'ils suivent le projet en même temps que les optionnels. Ce qui permet de nourrir avec un diagnostic du bâtiment qu'on va réhabiliter, le projet, et de multiplier le temps de travail et d'études. Ça a été le cas. Donc, Plovdiv, Bulgarie, un workshop avec la folle idée d'emmener mes 25 étudiants. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même quelques-unes parfois, c'est que des 12 étudiants qui sont normalement aux 15 qui s'inscrivent, nous avons une quarantaine et on doit dire basta parce qu'on ne peut pas gérer plus d'une certaine quantité d'étudiants. Et en projet, c'est pareil. Donc c'est complexe, mais ils s'inscrivent dans cette histoire.
Donc on a tracé évidemment dans cette ville qui a plus de 6000 ans une culture et vraiment des richesses incroyables que j'ai pu découvrir, un axe de travail. On a travaillé à l'échelle d'abord de cet axe urbain et après on a zoomé jusqu'à trouver des bâtiments où ils ont fait le projet ou les travails de pathologie. 3 minutes, je me dépêche avant de vous remercier. Bon, c'est un pays francophone, mais c'était assez dur même pour trouver les choses élémentaires de la vie. Qu'est-ce que dans les objectifs, c'est travailler dans des conditions réelles. On a eu une ouverture internationale. On a confronté les étudiants aux demandes au début du semestre avec une dizaine de conférences, avec la mairie qui exposait ses besoins, et à la fin du semestre, une dizaine est allée rendre leur projet et soumettre leur projet à la vue critique des futurs usagers. Donc on l'a fait avec le concours de la Villette, plus l'université de Sofia, plus l'université de Plovdiv, ce qui nous a enrichi en histoire, en sociologie, en architecture et en ingénierie. Donc je nomme simplement une formation continue aussi que j'ai eu à mener il y a quelques années. Ça c'était entre l'ANA et l'ESA. Et là, c'était une formation continue pour nos collègues, architectes, ingénieurs, techniciens, 18 jours avec aussi une appropriation de cette même méthodologie de diagnostic que j'ai oublié de vous dire, qui a été développée par l'ANA. Donc ma double casquette, parfois, me fait des bons tours. Donc c'est assez utile de pouvoir développer dans un endroit, le tester dans l'autre. Cette formation a été pour objectif de tester cette méthodologie de diagnostic avec des vrais professionnels, avec une dizaine d'années dans le travail. Eh bien, quelques images simplement pour finir avec un peu d'humour. Les aspects sociaux de cette ville de Plovdiv intéressaient énormément nos étudiants. Là, on voit une petite chambre qui servait aux personnes de voir qu'est-ce qui se passait dans la ville, qui passait d'un côté à l'autre. Donc ils ont décidé que c'était le Facebook de l'habitat ancien, ce qui nous a fait un peu rire. Nous avons fait des ateliers où des grands bâtiments avaient été détruits par vandalisme. Le foncier est très cher, c'était plus sympa de démolir et de faire un hôtel 5 étoiles pour Plovdiv 19 que de conserver un beau bâtiment. Les étudiants se sont sensibilisés énormément, se sont appropriés du problème et ont même manifesté que cet héritage leur appartenait aussi, et ce n'était pas des Bulgares, c'était des Français, des Italiens, des Chinois, il y avait un peu de tout. Eh bien, la restitution, des conférences, et parmi les questions que je me pose aussi, c'est trouver un équilibre entre, dans la pédagogie, les faire asseoir comme vous êtes là, dans le passif, c'est dur à tenir, et en même temps les faire bouger, participer. Le temps de diagnostic est un temps long. Est-ce qu'il lui reste suffisamment de temps pour la production après dans un continuiste? C'est pas du tout évident, c'est difficile. Et entre une étude urbaine fondamentale pour contextualiser la pertinence de cette réhabilitation, combien de temps il me reste pour le projet d'archi? Est-ce qu'il est suffisant? Ben non, pas forcément. Bien, question de la richesse intellectuelle, technique, savoir-faire, synergie nécessaire. Est-ce que la réhabilitation soutenable, durable, parce que j'ai parlé de développement durable, j'ai parlé de social, économique, pas trop, mais ça va. C'est une spécialisation ou c'est ce tronc duquel on a parlé aujourd'hui avec un plus après? Encore une question et c'est à vous et je vous remercie énormément de votre attention. Merci pour votre intervention, merci. Bonjour tout le monde. En fait, j'ai changé ma présentation en vous écoutant ce matin. Je ne connaissais pas bien le format puisque je suis un nouveau venu dans ce réseau-là. Et j'ai décidé de vous l'inverser complètement.
parce que ça parle toujours de la même chose, soyez rassurés. C'est l'influence de la forme urbaine sur la ville durable. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec la réhabilitation et l'habitat? Pour moi, beaucoup. C'est-à-dire, je reste convaincu que, en fait, la forme urbaine est déjà les prémices de ce que sera l'habitat. Et que, hélas, depuis 50 ans, je vais les mettre comme ça, 50 ça devrait être pas mal, ou 40 au moins, en fait, on donne la responsabilité de la durabilité à l'habitat et au logement, ou au bâtiment, en disant, voilà le fautif, c'est lui le pollueur, c'est lui l'énergivore, il faut arrêter ça. D'accord? Mais on ne s'est pas posé la question de savoir comment avait été posé là et quel contexte on avait construit pour construire cet habitat-là. Alors c'est sûr que vouloir réhabiliter avec la RT, n'importe laquelle, un bâtiment face au périphérique, c'est beaucoup plus difficile que s'il est au fond d'impasse. Et on lui demande exactement les mêmes conditions. Donc il y a un hiatus, d'accord? Alors, en tant qu'architecte, on a tous été excellents élèves, on a essayé de répondre exactement à la commande et de répondre exactement à la norme. Et je pense que si on réfléchissait autrement à la forme urbaine, on pourrait peut-être changer les choses. Alors je vous mets juste un schéma que vous connaissez, mais je l'aime bien. Il est vieux, mais vieux, incroyablement vieux. D'accord? Mais je le mets quand même là. Voilà. Il est incroyablement vieux. D'accord? On le traîne depuis des années. Et nous, on s'est posé la question, en fait, à l'école d'architecture de Lyon, d'une façon un peu différente. Depuis 20 ans, on a 4 semestres de projets urbains, tous aboutissent à de l'habitat, et on n'est pas connu tellement non plus par l'autre côté réhabilitation, qu'il y a aussi un domaine d'études qui fonctionnait là-dessus. Et il y a 2 ans, avant d'arriver à la nouvelle habilitation, on s'est dit, faisons un regard critique sur qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, et où on en est et qui on forme. Et ce regard critique, on a voulu le porter aussi bien sur nous-mêmes, puisque professionnels, chercheurs et praticiens, d'accord? Donc, comment on peut faire pour tout d'un coup changer de paradigme et ne pas s'enkyloser dans le même objectif? Donc, l'idée a été de dire qu'on allait changer de paradigme, qu'il y avait des choses qu'on ne voulait plus, ou du moins elles étaient très bien faites, et qu'il fallait seulement savoir bien les faire, c'est-à-dire que tout ce qui se passait sur le bâtiment, en effet, les progrès technologiques, la nouvelle prise de conscience de l'anthropocène, du numérique, a fait que finalement on se pose des questions et on se dit que l'environnemental revient, puisqu'on avait plutôt vu le social et l'économique jusqu'à maintenant, et que enfin, depuis quelques années, on se dit que l'environnemental est quelque part là. N'empêche que même si ce schéma est très beau, le spatial n'est jamais là. Il n'est pas nommé. Il est sous-entendu sur l'économie, sous le social, sous l'environnemental. Mais le spatial, qui est quand même notre spécialité, quelque part, de faire de l'espace, n'y était pas. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne en arrière. D'accord? Alors l'expérience, elle nous a servi à quoi? À dire que nous n'étions pas suffisamment compétents. Je passe quelques trucs que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, parce que je vais aller directement à ce que je veux. Voilà. Que nous n'étions pas assez compétents et qu'il nous manquait une branche qu'on n'aurait jamais dans l'école d'architecture. C'est comment travailler sur les études urbaines et quel était le moyen de mélanger les populations aussi bien d'enseignants que d'étudiants. Et que nous allions avoir des gens de tous horizons travaillant sur le même projet. En même temps. Alors bien sûr, on avait déjà un double cursus ingénieur-architecte, d'accord? Mais c'était pas ça. Donc, en tant que responsable des masters, on a décidé avec les enseignants et en travaillant avec eux de formuler un nouveau programme dans lequel on allait revoir cette histoire-là et on allait être capable d'avoir un double cursus études urbaines, et je dis bien études urbaines et pas urbanisme, et architecture, d'accord? Et ça nous semblait indispensable. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, peut-être, et vous donner en fait le bilan qu'on a fait ensemble. Et le bilan, il vient bien de notre expérience et de notre expérience d'enseignement. Moi, j'ai commencé dans les années 80 par les premiers plans construction sur habitat, sur le bâtiment ancien avec Bernard Paris, où, encore une fois, l'architecte devait démontrer qu'il était capable de rentrer dans des financements et qu'il faisait même des économies. 5%. Une véritable gloire. Le front de Gère à Vienne. C'est simple, on nous a engueulés en nous disant qu'on n'avait pas dépensé tout le budget et que les 5%, mais c'était pas possible. Il fallait les dépenser. On a continué dans une deuxième association de ma vie avec Paul Chemetov à se battre sur ce que pouvaient être les main-guettes et comment ne pas démolir cette démocratie. 4 ans de travail avec un dossier impeccable où l'économie, le social, l'environnemental, les partenaires privés, publics étaient là. Il n'y a plus du tout une seule tour à démocratie. Elle n'avait que 15 ans. Donc, à partir de là,
Et à partir de 90, je me suis dit, déjà, il y a quelque chose qui change. C'est arrivé la loi Voynet, et j'ai dit, enfin, solidarité, renouvellement urbain. Et le PADD, on a oublié, ou du moins, on a décidé qu'il n'était plus opposable au tiers. Donc, pollueur-payeur n'existait pas. Et en fait, on était revenu au même état que maintenant. Tout commence là pour nous. D'accord ? C'est-à-dire, tout commence là, il n'y a plus que l'habitat. Et l'urbanisme ne s'est jamais occupé de la réhabilitation. Regardez n'importe quel PLU, Grusson l'a dit très bien ce matin, souvent idiot, 3 articles, seulement 3 articles, sur lesquels on peut dire qu'on pourrait faire quelque chose et on pourrait glisser quelque part une feuille de papier qui dirait que finalement, là, on pourrait s'occuper de réhabilitation, on pourrait réfléchir autrement à l'organisation du territoire à partir de la réhabilitation d'habitat. Mais c'est rare, hein, il n'y en a que 3, hein, c'est l'article 5, l'article 11 et l'article 12. Les autres, je ne vous les rappelle pas, vous êtes des aguerris là-dessus, il n'existe pas. Le SCOT n'en parle pas, 30 ans de politique, en effet, expert en rue, on a su faire tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a su réhabiliter, on sait toujours réhabiliter. Les exemples qui ont été donnés ici sont parfaitement pertinents quant au bâtiment, mais on n'a rien fait sur le vide, on n'a rien fait sur la forme urbaine. Donc, on s'est dit que nous, on voulait travailler sur 2 choses. La première, c'est que je pense que j'ai beaucoup d'architectes dans la salle, et comme tout architecte, on est complètement indiscipliné, et que la première chose qu'on fait, c'est quand on voit un règlement, c'est de savoir comment on le détourne, ou comment on passe à côté, ou comment on pourrait l'interpréter. Donc, si on oubliait le règlement et on parlait de règles, ce qui serait, Madame en a parlé ce matin, si on parlait de règles, et si les règles, c'était des règles de compensation. Alors, il y a des postes intelligents. Moi, j'en connais quelques-uns, quand même. Ceux qui disent, le COS pourrait être augmenté, vous avez le droit de construire 100 mètres carrés, vous aurez le droit à 120 si vous êtes absolument irréprochable au niveau environnemental. Hein, ça commence à m'intéresser, là, les compensations, d'accord ? Quand on ne parle pas de densité absolue et quand on parle de densité relative. Et que finalement, on pourrait travailler sur la forme urbaine comme une densité relative. Et où finalement, le patrimoine ordinaire devient un enjeu et ne devient pas seulement passer outre. Alors, on a reformulé l'ensemble, d'accord, en se disant qu'on gardait toujours nos 4 semestres, que le premier, c'est en fin de licence, où on va sensibiliser les étudiants sur une étude urbaine dans laquelle on va leur faire prendre conscience, dans un site occupé, à l'intérieur d'un faubourg, et surtout pas au milieu de la métropole, ça ne nous intéresse pas. D'accord ? On va leur faire prendre conscience que le patrimoine ordinaire est quelque chose avec lequel on peut travailler et qu'on n'a pas besoin de faire une table rase. Et on va essayer de leur faire comprendre que par des règles, ils peuvent peut-être arriver à combiner, à inventer, à mettre en place une autre façon d'examiner l'espace. Ça, c'est la première chose. VU est arrivé, c'est une opportunité. Il y a des caméras, donc je ne dirai pas tout, si j'irai quand même. C'est un hold-up, je le dis comme ça, un hold-up intéressant de part et d'autre, de l'université et de nous. C'est-à-dire que finalement, sur 2 années, sur les 2 années de master, nous avons des étudiants qui viennent de Sciences Po, de droit, de géographie, de sociologie, d'anthropologie, et des architectes qui travaillent ensemble. Premier gageur, leur faire travailler sur le premier semestre sur un bâtiment à rénover ou à réhabiliter. Chacun avec sa compétence, donc chacun pouvant être critique de l'autre. D'accord ? Et puis ensuite, deuxième étape, on a choisi nos cibles. La deuxième étape, c'est de les amener à travailler sur la ruralité, dont personne au moins ne parlait jusque-là, et comment travailler sur des territoires déshérités, d'accord, ou ruraux, et quelle intervention possible toujours avec cette même équipe, parce qu'on a la chance que finalement, comme c'est des double cursus, ils sont toujours dans le même domaine d'études, d'accord. Et dernière année, un peu à l'instar de ce que fait Grusson aussi, on a une année qui se décompose en 2 semestres, qui sont le semestre préparatoire S9 du PFE et le semestre PFE, d'accord. Donc le préparatoire, c'est un semestre court et en même temps long, c'est-à-dire qu'on le termine fin décembre, parce qu'en fait on leur laisse un mois, le mois de janvier, pour avoir un regard critique sur la production qu'ils ont été capables de faire au 9e semestre. Et de s'interroger, après un diagnostic multicritère, et cette fois-ci, quelle chance, le diagnostic multicritère que nous, enseignants et quelques étudiants d'autres disciplines ont essayé de faire dans l'école d'architecture, on peut aller chercher vraiment des gens qui sont des spécialistes de la participation, du business plan, on a fait des business plans, de l'économie, du social, de l'anthropologie, de la géographie et le reste, d'accord ? Puisqu'ils sont là à l'université et ils sont des gens qu'on peut mobiliser et faire rentrer avec les étudiants, d'accord ? Donc à partir de là, l'étudiant se construit sa propre problématique, son propre sujet
et en même temps a un regard critique sur ce qu'il a produit. C'est-à-dire qu'il prend une question urbaine ou une question d'habitat et il va la pousser à la théoriser pour dire voilà, ça c'est le sujet sur lequel je veux faire un PFE. D'accord ? Et donc c'est l'objet du 10e semestre qui se passe d'une façon assez agréable. Alors pour l'instant, c'est la première année. Nous sommes au début des PFE, d'accord ? Donc je ne vous montre rien, puisque je ne peux rien vous montrer. Ils sont tous en train de finir, mais il y a une capacité à se remettre en cause qui est assez intelligente. Pourquoi on a fait tout ça ? En fait, pourquoi on a fait tout ça ? Parce qu'on pense que si on ne travaille pas sur les 3 dimensions qui sont le territoire, la ville et l'habitat, on oublie quelque chose. Et si on n'a pas, je ne dis pas qu'on soit des spécialistes, il faut qu'on soit avertis, qu'on sache lire, qu'on sache comprendre, et qu'on sache aller chercher les compétences d'une transdisciplinarité, d'une interdisciplinarité, comme vous voudrez l'appeler. Je ne suis pas trop tard ? Très bien, merci. Donc, cette capacité à pouvoir voir à différentes échelles et de choisir en fait l'échelle à laquelle on se sent compétent et en même temps aller voir celles sur lesquelles on n'est pas compétent et où on va chercher des compétences, permet en fait, je pense, de trouver et de travailler sur 3 notions qui me semblent extrêmement importantes. C'est que, et je pense que, enfin, vous connaissez les débats extérieurs sur y aura-t-il un ordre d'urbaniste ou pas, comme il y a un ordre d'architecte, d'accord ? Mais est-ce que finalement, et je pense que nous, on a une chance, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, mes étudiants ont toujours 23 ans, et moi j'ai 1 an de plus tous les ans. Et c'est ça qui est pas mal. C'est-à-dire que finalement, je me retrouve avec des gens qui ont toujours 23 ans. Et donc qui pensent complètement différemment de moi, ça c'est évident. Et qui ont d'autres objectifs complètement différents. Et je me rends compte aujourd'hui que finalement, ce qu'ils cherchent, c'est pas avoir une estampille qui s'appelle architecte, ils veulent savoir quel métier ils vont faire. Et je pense aujourd'hui que, à l'exemple de Teddy Cruz, si vous connaissez, à Tijuana, ou de Medellín, ou de Bogota, ou d'où je reviens, en fait, il faut s'inventer son propre métier. Et on se construit son métier. C'est-à-dire qu'on a bien une estampille architecte, mais on a une façon de rentrer dans la commande ou de créer sa propre commande. Il y a des gens qui se la créent. Ce qu'on appelle les urbanistes activistes font ça. Ils se créent leur propre commande, d'accord ? Qui n'est plus celle seulement de rentrer dans le grand concours et d'essayer de construire les 2 tours jumelles au milieu du downtown. Je pense que pour moi, c'est eux qui me le renvoient, ils ne sont pas là. Et donc, comment monter ce métier-là ? Et comment se monter ce métier-là ? D'accord ? Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui nous semble extrêmement importante, c'est justement puisqu'on se crée un métier, revenir à cette idée de règles. D'accord ? De règles qui ensuite en sont négociées après. Mais qui, au départ, sont des règles des invariants. Des invariants du contexte, des invariants de patrimoine, des invariants naturels, environnementaux, etc., sur lesquels on doit s'accrocher. D'accord ? Et dernière chose sur laquelle on travaille, et je finirai là, il y a un sujet qui traîne depuis longtemps et qu'on ne traite, moi je trouve, pas suffisamment au sérieux, qui est, on est excellent dans beaucoup de pays, et en France aussi, pour faire de l'espace public. On est excellent pour faire une loi et pour gérer l'espace privé. On est très mauvais dans le collectif, dans l'espace collectif. Et moi je pense aujourd'hui que justement, l'Amérique latine a des tas de choses à nous présenter sur l'informel, d'accord ? Et l'informel nous donne aujourd'hui des idées de comment pourrait devenir l'espace collectif et que devrait-il être, entre guillemets. C'est-à-dire que quelle est la dimension suffisante pour qu'il ait un multi-usage ? Pourquoi n'est-il pas producteur d'énergie, de permaculture, de revenus, de collaboratif, de corroboratif, ou pas, ou espace résidentiel avec un gazon à arroser tous les matins. Mais pour l'instant, la seule chose qu'on voit dans la politique et dans les résidentiels qu'on voit, c'est le macro-lot avec le superbe espace résidentiel, toujours tendu toutes les semaines, bien arrosé, et indigent. Et donc, quel va être... alors là, par contre, moi j'apprends des étudiants. C'est-à-dire de la part d'inventivité qu'ils sont en train de mettre en place, et on espère que dans 3 ans, on aura des résultats à vous montrer, ce qu'ils sont capables de s'inventer sur cette histoire-là. Mais ça veut dire que vous voyez bien que le bâtiment, la réhabilitation, si on ne change pas la façon de programmer l'urbain et la forme urbaine, et si on oublie et on continue à travailler sur un PLU qui ne nous le permet pas, on va continuer à réparer techniquement, technologiquement, et à culpabiliser parce que nous sommes herbivores. J'ai dit. Merci. Merci pour
pour votre intervention et on a hâte de voir effectivement les travaux de ce nouveau master. Pardon, je On vais passe essayer. à deux enseignants donc, de l'ENSA de Lille qui vont nous présenter donc, leurs travaux et leurs étudiants sur la maison 1930 à l'épreuve de la réhabilitation thermique. Je te passe une micro. Tiens Didier, pour intervenir, on va faire un duo. Donc Vincent Ducaté et Didier Debarge. Donc notre projet qui s'appelle la Maison 1930 à l'épreuve de la rénovation thermique. Alors on va vous expliquer dans un instant ce que c'est cette Maison 1930. Mais on va d'abord vous expliquer de où on vient, parce que on se sent parfois un peu comme des imposteurs ici, parce que nous on n'est pas venu sur le projet de l'existant par l'existant, on est venu par une autre entrée qu'il faut quand même préciser. Alors un petit retour en arrière à l'école de Lille, l'école d'architecture de paysage, je crois que c'est déjà la première différence peut-être de notre école, auquel on pourrait aussi rajouter ce grand atelier échelle 1, cette question donc du territoire, du paysage, la question de la matière qui est extrêmement présent à Lille et qui va donner lieu avec la réforme des études à la création de 4 domaines d'études pour le master qui vont s'aligner sur les grands axes du laboratoire de l'école. Un axe qui s'appelle conception architecturale, approche de la complexité, qui est né depuis l'expérience de Rallil menée notamment par Rem Koolhaas dans la fin des années 80. Histoire, théorie et projet, avec une figure de proue, vous connaissez tous, qui est Richard Klein, et également avec les travaux de Gilles Maury notamment sur ces questions de la réputation, de l'histoire, du patrimoine du XXe siècle. Un axe territoire, mutation, situation métropolitaine, qui correspond aussi à cette question de notre métropole lilloise, métropole transfrontalière. Je pense que la question du transfrontalier, la proximité avec la Belgique, de ces espaces culturels communs et tout ça est très très présente à l'école. Et puis enfin, donc ça c'était les 3 axes historiques du labo de l'école. Et puis au gré des mutations, des venues de nouveaux enseignants et tout ça, cette question de la matérialité qui se pointe, qui naît, avec cette conviction que les architectes doivent absolument se réemparer des questions techniques, des questions de mise en œuvre, qu'il y a une véritable poésie qui se crée dans ces questions-là, et qu'on ne peut pas les abandonner à des spécialistes et nous montrer nous comme les artistes défaillants. Donc ce domaine qui se crée, qui est devenu depuis un nouvel axe du labo de l'école, rapidement, alors je suis désolé, j'ai mis beaucoup de textes dans les diapos, que j'ai l'horreur de faire, mais il y a beaucoup de matières qu'il faut qu'on a envie de vous présenter sur ces matières de l'enseignement. Voilà un peu des extraits du texte, qui est le texte fondateur qu'on a rédigé à 3 mains, puisqu'on est essentiellement 3 enseignants titulaires dans ce domaine d'études. Donc moi-même qui suis arrivé à Lille après une longue expérience en Irlande, où j'étais confronté à l'épaisseur de la maçonnerie, à la présence de la maçonnerie rustre, des choses comme ça, avec des travaux comme on connaît maintenant, les travaux de Grafton Architects, ou d'Anatomy, que j'ai côtoyé là-bas. Didier, qui est architecte lillois, formé à l'école de Lille, et qui a une position aussi très particulière à Lille. Je ne vais pas te trahir, un engagement politique très marqué sur les questions de la mise en œuvre comme étant un foyer de spéculation aussi à la fois technique, politique et sociale. Et puis Guilain Is, qui nous a rejoint de l'école de Nantes, où Guilain avait fait une thèse qui portait sur le nuage étant la question de l'ambiance, de l'atmosphère, qui apparaît dans le discours des architectes au moment des architectures utopiques dans les années 60. Et puis Guilain qui arrive aussi depuis Nantes avec une grande expérience de la mise en œuvre, du travail de mise en œuvre avec ses étudiants à l'échelle 1 directement en travail de master. Donc voilà, on est au moins 3 personnalités, on est plus, je vais vous montrer dans un instant. Donc c'est aussi hétérogène, mais aussi avec cette conviction qu'il faut absolument s'emparer de la matière, et puis donc un peu ce résumé que je vous résume avec ces champs disciplinaires qu'on convoque, qui se croisent,
et dans lequel la question de la matérialité, pour nous, n'est pas une question technique, ou pas uniquement technique tout au moins, mais qu'elle convoque aussi bien des questions philosophiques, comme celle de la phénoménologie, les questions politiques, les questions poétiques. Organisation du DE, alors on a beaucoup parlé, je voulais aussi sur la question des écoles. À Lille, on a aussi les autres spécificités, c'est-à-dire que les étudiants doivent obligatoirement choisir 2 domaines d'études au cours de leur master, en sachant que la moitié partent à l'étranger en Erasmus, que c'est entièrement semestrialisé, c'est-à-dire que les étudiants les ont pendant 4 mois, même les PFE, que parfois ils ont déjà fait matérialité avant, parfois ils ont fait autre chose, ou ils vont aller autre part. Et donc c'est l'idée aussi de cette question d'éclairage différent porté à travers l'école. Question extrêmement complexe parce que c'est peut-être une qualité de l'école de Lille d'avoir pas de chapelle dominante, et certains y veillent de façon très claire à ce qu'il n'y ait pas de position hégémonique. Mais le désavantage, c'est aussi le fait qu'on peut très bien ronronner chacun dans son coin, une espèce de balkanisation complète de l'enseignement, où on fait chacun son semestre et duquel, à part former les étudiants, rien n'en sort. Et donc cette volonté qu'on a eue d'arriver à produire de la connaissance dès le master, puisque la connaissance se produit dans la labo, mais on a aussi disons la foi que le travail des étudiants dès le master peut amener à des connaissances, peut amener à des méthodes, des choses comme ça, et qu'il faut absolument qu'on arrive à se passer le relais entre les enseignants des différents semestres, entre les enseignants des différentes unités d'enseignement. Ce qui est une vraie gageure, parce que ça rajoute du coup un temps énorme de travail, de coordination, des choses comme ça. Mais voilà comment ça se passe, en gros, un semestre d'automne dont Didier est le responsable pédagogique, avec donc Gaël Littoral qui nous a rejoint cette année, en remplacement de Bertrand Vernet qui a été nommé, qui a été titularisé à Rouen, Damien Antony qui nous a rejoint il y a de ça 4 ans. De l'autre côté, on a moi avec Guylain Is, donc professeur, et puis Adrien de Bellègue qui lui mène un atelier expérimental parallèle où ils ont construit un pavillon il y a de ça 3 ans. L'année dernière, ils ont travaillé sur des questions de... Ils ont construit en 4 mois avec les étudiants, ils ont construit un pavillon avec les étudiants de l'école et les compagnons du Tour de France. L'année dernière, c'était un atelier où ils ont lancé la fabrication d'une imprimante 3D béton avec l'école des mines et puis Polytech. Et cette année, ils travaillent sur une maison de 1930 qu'on va vous présenter dans le registre du BIM en numérisant complètement la maison, en travaillant avec des ingénieurs et avec la volonté de pousser le prototypage jusqu'au bout pour voir les différences qui existent entre le BIM et la réalité. Des enseignants STA qui sont entièrement intégrés, notamment François Lacoste, qui sont entièrement intégrés aux ateliers de projet. Nous avons également Bernard Godby qui amène un séminaire exploratoire dans l'atelier Chal 1 de mise en œuvre, et puis également le séminaire de recherche qui est dirigé par Antonella Mastrorilli, enseignante STA, qui vient d'être rejointe par Roberta Zarcone, qui sont toutes les deux italiennes, architectes ingénieurs, avec cette compétence plus purement technique, enfin franchement technique, qui vient accompagner le projet. Avec deux différences, peut-être Antonella plus sur la morphologie et Roberta sur les questions de thermie et tout ça. Donc on voit que c'est aussi, à travers ça, tout ce qu'on va vous présenter, c'est des questions de l'école, c'est des questions qui ont été soutenues par les différentes CPR, par les CA, par les deux directions d'école qui se sont succédées, et qui, donc c'est pas des choses qu'on a fait en marge de l'école, mais toujours accompagnées et soutenues par l'école. À tel point que l'école a libéré un demi-poste de maître assistant associé pour nous aider à monter les aspects les plus complètement administratifs de ce projet. J'ai passé, voilà, donc un catalyseur, c'est là que je vous dis que nous, on n'est pas venu depuis la rénovation, on est venu par cette question, cette offre qui avait de participer au Solar Décathlon. Donc Solar Décathlon, c'est quoi? C'est un concours international, intra-universitaire, pour construire un bâtiment, un logement qui va marcher entièrement à l'énergie solaire. Alors bon, ça c'est un peu le résumé. 10 épreuves, ça nous intéresse beaucoup aussi parce qu'on voit dans les 10 épreuves, l'architecture, elle est une épreuve parmi tant d'autres. L'architecture fait 120 points sur 1000,
donc 12% des points pour l'architecture. Et puis donc, en fait, il faut être bon, si l'architecture n'est pas bonne, de toute façon, le confort ne sera pas bon, tout ça, mais c'est aussi relativiser la position de l'architecte à travers ce concours, forcer à faire travailler ensemble des écoles, des horizons différents, des gens qui ont des pratiques différentes. Et donc ça a été le point de départ de monter une candidature de Lille au Solar Décathlon. Alors voilà, des choses qu'on a montrées aux étudiants dans le cadre de cette prospective Solar Décathlon. Question par exemple des énergies, consommation d'énergie par habitant, avec la France qui se pose un peu au milieu, mais aussi l'obligation qu'il va y avoir dans les années à venir de couper par deux cette consommation, ce qui est absolument nécessaire. Qui est renforcé par ce graphique qui montre que l'industrie en France en fait a besoin de partir ailleurs, donc la part de l'industrie dans la consommation va disparaître, les transports s'améliorent, donc le bâtiment de plus en plus va être de plus en plus consommateur d'énergie dans le camembert global de cette consommation. Petit diagramme aussi préparé par Damien Anthony, donc cette maison 1930 c'est celle qui est tout en haut, avec très peu d'énergie grise, puisqu'on est essentiellement sur la maçonnerie, des choses très rustres, et beaucoup d'énergie d'usage, de consommation dans la vie de cette maison. Et puis au plus on va vers ces maisons les plus contemporaines, beaucoup plus d'énergie grise mise dans la maison pour économiser l'énergie au final. Donc disons entre la maison d'il y a 100 ans et sa maison actuelle, un changement complet de paradigme entre l'endroit où on met l'énergie et on met donc du coup l'ingénierie aussi. Donc on visite ça c'est pas l'image de Versailles, mais Versailles est un peu similaire, c'est ce village du concours de beauté des plus beaux bâtiments neufs solaires, et on se rend compte que d'abord de participer au concours de beauté ça ne nous intéresse pas tellement. Et puis, néanmoins, on reconnaît aussi les grandes qualités à tous ceux qui ont participé. Et puis, il y a aussi la question du neuf qui vient nourrir la question de la réhabilitation. Mais on revient en Nord-Pas-de-Calais et on regarde ce qu'on peut faire pour apporter une amélioration drastique des bilans carbone depuis les bâtiments d'habitation. Voilà en gros les chiffres. On se dit, voilà, il faut s'intéresser à l'existant. L'existant en quoi? C'est quoi en Nord-Pas-de-Calais? C'est 1 500 000 logements. On n'est pas du tout dans la métropole parisienne. Le collectif, c'est qu'environ un quart. Donc, ce n'est pas du tout des immeubles comme on a pu voir tout à l'heure. C'est plutôt de la maison individuelle. Maison individuelle qui est caractérisée essentiellement par cette maison construite en 1930, c'est-à-dire construite entre 1850 et 1950. La maison de la première révolution industrielle, de l'exode rural et tout ça, de l'industrialisation du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, quand on rajoute ces maisons debout, on s'aperçoit que ces types de maisons, ces caractéristiques qu'elles ont, en fait, représentent plus de 50-60% des maisons existantes en Nord-Pas-de-Calais. Ramener toujours à ces chiffres qu'on a déjà vus, mise en chantier en 2015, 15 000 logements en Nord-Pas-de-Calais, donc 1% de renouvellement par an, donc 100%, pour arriver à 100% des normes actuelles, il faudra mettre 100 ans. Mais ça, c'est à balancer par la demande de logement, c'est-à-dire qu'en Nord-Pas-de-Calais, ce chiffre masque le fait que la métropole lilloise, il y a une énorme demande de logement, alors qu'on a une espèce de vide des autres métropoles, des autres villes régionales en Nord-Pas-de-Calais qui sont en train de se vider complètement au profit de la métropole lilloise. Et donc la rénovation, elle s'impose, la rénovation de cette maison de 1930 s'impose. Donc c'est quoi la maison de 1930 Là, vous en avez une très belle coupe. Voilà, une maison, c'est construite durant ce siècle de la révolution industrielle, des tissus urbains en lanière, dans lesquels on va construire des maisons de 2 à 3 niveaux, et puis la largeur qui va dicter ces maisons, c'est la largeur d'un madrier, c'est entre 4 et 6 mètres, et donc on a un rapport direct entre une économie de la construction, un pragmatisme de la construction, un pragmatisme aussi de l'urbanisation, et puis ce résultat qui est ce tissu urbain qu'on voit ici, avec une analyse typologique menée par les étudiants, maison ouvrière entre 4 et 5 mètres, semi-bourgeoise de 5 à 6 mètres, et puis la maison bourgeoise avec 2 travées, un mur de refend et tout ça qui va être 6 mètres et plus. Et donc également ça nous amène sur la question de l'urbanisme, avec cette ville extrêmement minérale, avec les maisons à l'alignement des rues, des cœurs d'îlots, des tissus assez mixtes, dans lesquels on va retrouver aussi
des reliquats, des bâtiments industriels, de supports de l'industrie, des maisons donc, qui ont des densités qui sont assez similaires finalement aux densités des grands ensembles. Hein. On est entre 80 à 100 et quelques logements par hectare. Donc des proximités de voisinage, donc des choses qui, en dépit de parfois leur caractère assez dur, ont quand même beaucoup de qualité, et la qualité aussi d'être là, puisque si on rasait tout ça, c'est des milliards de mètres carrés à construire, et tout ça, on n'y aurait pas. Également, les défauts, c'est des tissus monotypiques, hein, puisqu'on a des maisons qui sont quasiment toutes sur la même trame, et donc du coup, des maisons qui sont soit très peu occupées par des propriétaires qui sont vieux, qui n'ont plus d'enfants, qui utilisent 2 pièces dans leur maison, ou soit des maisons qui sont surpeuplées puisqu'elles n'ont pas assez de pièces. Donc il y a un besoin aussi de modifier les types de logements offerts aux habitants. Et puis des problèmes sur la voiture et tout ça. Donc un tissu qu'on peut densifier, un tissu qui a lieu d'exister, et puis aussi, voilà, je vais vous montrer quelques petites autres photos de ces ambiances. Hein. C'est bienvenu chez les ch'tis un peu. Mais également ces fronts des maisons, et puis les arrières qui ont été construits de façon très pragmatique, et qui sont là qu'on trouve les grandes concentrations de problèmes. Maisons parfois très humbles, très peu décorées, parfois très décorées aussi, sans que ça recoupe nécessairement des questions de maisons ouvrières ou pas. Et puis, très belle photo de Liverpool, aussi une maison qu'on va retrouver dans tout le nord-ouest européen, hein, qu'on soit en Irlande, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit en Belgique, qu'on soit au nord de l'Allemagne, on va retrouver ce type d'urbanisation et de maisons et de problématiques. Précarité énergétique, autre sujet qui va venir nous frapper directement, puisque quand on commence à se pencher sur ce sujet, on rencontre la région qui a mené des études, qui met en scène la question soit des locataires qui ne savent pas payer leurs factures, soit des gens qui achètent des maisons au taquet de remboursement et qui sont incapables de mener, de chauffer leur maison, qui chauffent une pièce parfois. Et donc cette question de l'inconfort, hein, qui est extrêmement présente. Alors voilà une carte, hein, qui vient de l'AFP, qui montre les taux de pauvreté depuis les chiffres de l'INSEE. Je pense qu'on pourrait mettre d'autres cartes un peu similaires, la carte des friches industrielles, la carte des niveaux d'enseignement supérieur, la carte du vote Front National, et on retrouverait plus ou moins les mêmes cartes qui se recoupent. Donc voilà, des particularités aussi à ce tissu dans lequel il y a des véritables enjeux sociaux associés au confort des habitants. Alors, des questions qui vont aussi, s'il faut le souligner, attirer nos étudiants, certains étudiants très très engagés politiquement, et qui est aussi une question intéressante parce qu'on voit aussi, je pense, des modifications, une repolitisation des étudiants, hein, dans des formes différentes, mais toutes les questions de collaboration, de travail collaboratif et tout ça, de mode d'exercice et tout ça, elles sont déjà présentes chez eux et anticipent peut-être des modifications du travail d'architecte. Ouais. Ah, nous, on nous avait dit qu'on est 30 minutes. Oui. On nous avait dit 30. 30, voilà, 30, parce qu'on était 2. Bon, on va faire voilà, une carte aussi de la métropole, hein, on voit la proximité de la frontière, on voit aussi ces tissus urbains, cette densification autour de trois grandes villes, enfin 4 avec Villeneuve d'Ascq. Tableau des villes les plus pauvres de France, avec Roubaix qui est en tête de liste depuis des années, Tourcoing qui est pas loin, Lille qui a un grand problème de pauvreté aussi, des situations très contrastées. Quoi dire d'autre? Oui, également, il faut se rappeler que ces villes, c'était quand même les villes les plus riches au XIXe siècle, hein, qui échangeaient énormément avec des villes comme Birmingham et Manchester, que donc du coup il y avait des échanges culturels, des échanges techniques, de connaissances et tout ça, avec ces villes qui étaient parmi les plus riches du monde, et maintenant les plus pauvres. Donc l'enquête continue, hein, ce travail d'enquête, on va voir les bailleurs sociaux, donc SIA, le Pacte Métropole Nord, qui nous parle un peu des questions. Hein. Une question essentielle qui est ici, c'est de passer de ces maisons qui sont généralement en classe F à des classes C. Classe C, pourquoi? Parce que c'est le seuil pour avoir les financements pour rénover ces maisons. Donc c'est un seuil assez important à garder en tête.
Des maisons sur lesquelles on va dépenser en moyenne 80 000 € et pas 28 000 € dans les rénovations, parce qu'il y a aussi des rénovations aussi de l'aménagement même des maisons. Donc je passe un peu vite là-dessus. Et voilà ce que nous disent les bailleurs sociaux. Dans le cas des mines, puisque gloire locale, le bassin minier est classé désormais au patrimoine de l'UNESCO, donc quasiment impossibilité de travailler sur les façades extérieures de ces maisons. Ensuite aussi, on pourrait parler aussi des changements démographiques, sociologiques, c'est-à-dire des familles de mineurs, c'est des familles qui étaient des familles dans lesquelles ils avaient accès au charbon, il y avait un travail et tout ça, qui sont remplacés par des familles où il n'y a pas de formation, des gens qui sont très pauvres et tout ça. Isolation intérieure qui pose des problèmes avec des maisons qui sont extrêmement petites, parfois, et dans lesquelles perdre 20 cm, 15 cm, c'est extrêmement problématique. Budget de travaux, on a déjà parlé, qui sont importants et impossibles à répercuter. Les réglementations en vigueur, lorsqu'elles sont appliquées, amènent à des... Alors là, ça, c'est un travail qu'on a fait aussi avec les étudiants, de questionner toutes ces normes, réglementations, basées toujours sur un mode de vie avec papa, maman, 2 enfants, les gens qui travaillent la semaine, qui sont là le soir et le week-end. Alors que là, on est quand même sur des populations dans lesquelles on a une grande précarité, des gens qui sont chez eux, qui fument des cigarettes et tout ça. Non, mais c'est des vrais enjeux, on en rigole, mais voilà, on est sur des maisons qu'on rend absolument étanches à l'air et qui amènent un tas de désordres. Alors, je pense qu'on en parlera dans la deuxième partie de l'après-midi, mais des maisons dans lesquelles cette étanchéité à l'air amène à des problèmes d'humidité, d'algues qui se développent, de bactéries, de choses comme ça, d'entretien aussi, sur lequel du coup les gens ne savent pas entretenir ces dispositifs techniques qu'on leur donne, et en fait aussi des maisons qui sont quasiment à rénover 6 mois après qu'elles étaient finies. Voilà, et puis usage accéléré des logements, c'est ce que je disais, donc des logements qui sont utilisés 24 heures sur 24, avec une méconnaissance technique qui fait que c'est beau. Donc en fait, la conclusion, c'est que personne ne sait quoi faire. On ne sait pas du tout résoudre ces problèmes-là. Rénovation thermique aujourd'hui, je vais aller un peu vite, mais simplement pour vous dire que c'est marqué par deux grands acteurs, un grand acteur, Leroy Merlin, puisque énormément de ces maisons sont faites en auto-rénovation. Je vais vous revenir sur Leroy Merlin, vous allez voir la diapositive après. Point P qui appartient à Saint-Gobain, s'il faut le rappeler. Point P, alors je ne vais pas ramener aujourd'hui, mais on a un entretien d'un vendeur de chez Point P qui explique à nos étudiants qu'ils ont 95% des petites entreprises, petits artisans de la région, de la métropole, qu'on vient chez eux parce qu'ils offrent un service clé en main, entre les isolants, les compétences techniques, les connaissances, les matériaux qui sont toujours disponibles et tout ça. Donc il y a un véritable outil industriel mis au point par Saint-Gobain pour pouvoir répondre à cette demande. Également dans cet entretien, on voit aussi la précarité de ces petites entreprises qui n'arrêtent pas de faire faillite, qui se reconstituent, tout ça avec des enjeux techniques importants qui sont en fait pas du tout maîtrisés par ces artisans. Et puis Rabot-Dutilleul, alors ça c'est un grand major local. Didier pour en parler parce que toi on est aussi si on a le temps, mais aussi à la rencontre entre nos activités professionnelles et puis nos activités enseignants. Mais ces grands groupes qui commencent à s'intéresser à ces rénovations, qui amènent des méthodes complètement nouvelles aussi, des nuages de points pour découper précisément les plaques, des organisations à la journée qui font qu'on n'amène que les matériaux de la journée. Ils pensent en termes de drones qui pourront lever des choses par-dessus les maisons, enfin des trucs comme ça, très très novatrices. Et qui sont aussi donc du coup peut-être on est en partenariat à l'école avec Rabot-Dutilleul, mais qui sont peut-être un peu aussi une rénovation des modes des pensées sur les modes d'éviter. Voilà. Article La Voix du Nord du 20 mars sur le Leroy Merlin qui est pris par l'arrivée des nouveaux majors, enfin pas des nouveaux majors, des nouveaux concurrents comme par exemple Amazon qui devient un des fournisseurs de matériaux de rénovation. Leroy Merlin qui propose de lancer ses marques propres, donc d'investir réellement dans son outil industriel, l'éco-conception qu'il développe, 10 000 chantiers de rénovation thermique pour la précarité énergétique, donc on voit bien qu'eux ont bien compris qu'il y a un marché aussi, et qui commencent à proposer, alors là ça va beaucoup plus loin, de sortir de leur champ pour proposer un service global
apprendre aux clients à bricoler, donc une espèce d'auto-rénovation assistée, instruire une demande de permis de construire, trouver des partenaires financiers. Donc un marché dans lequel les architectes sont très peu présents, voire quasiment absents, et puis là on voit un nouveau concurrent qui arrive, le Roi Merlin qui vient avec un package complet de financement et tout ça. Axe et méthodes pédagogiques, je vais peut-être passer un peu vite parce que j'aimerais laisser la parole à Didier. Voilà, donc juste pour vous rappeler qu'on est dans cette zone, ici la petite étoile jaune, là c'est nous. On est toujours vu comme le nord, mais en fait on est au sud d'une plus grande région. Qui partagent exactement les mêmes conditions qui sont celles de ce climat nord-ouest européen, cet héritage aussi de la révolution industrielle. Il faut savoir que du coup, nous on est en relation maintenant, en train de monter un réseau avec une école à Aberdeen qui s'intéresse beaucoup à l'isolation des bâtiments de maçonnerie, les deux écoles de Dublin, d'architecture de Dublin qui, elles, travaillent sur des questions assez similaires. Delft avec le travail que fait Marcel Bilot avec son Bucky Lab sur les questions de mise en œuvre, et puis également là depuis très récemment avec Hambourg avec laquelle la ville de Lille a signé un partenariat sur la ville bas carbone. Voilà, je passe un peu. Rappelle qu'on est quand même dans cette zone avec 25% de la population de l'Union européenne, c'est-à-dire 125 millions d'habitants. Donc pas cette frange de 10 millions d'habitants qui habitent dans les corons du Nord, mais bien 125 millions d'habitants et un marché considérable, des connaissances, des écoles qui doivent se mettre en réseau. Petit travail aussi sur le travail qu'on fait avec nos étudiants, on les force à aborder des questions techniques, à les mettre en œuvre. Et voilà ce qu'il en sort. Ils ont pris une maison, on a accès à des maisons sur lesquelles on peut essayer des choses. Besoin de chauffage 40 000 kWh par an, besoin de chaude sanitaire 3500, électricité 3500. Donc la question, c'est bien le chauffage, 80% de la consommation, et donc la question de l'isolation. Autre graphique qui démonte complètement les idées reçues. Vous prenez les bâtiments, des appareillages électriques AA+, vous mettez 24 ans pour les amortir, au bout de 7 ans, vous les jetez à la poubelle. Donc ça ne sert à rien. Graphique qu'on est en train de finaliser, mais qui montre que en fait, la proportion des murs, la déperdition par les murs n'est pas aussi importante que les graphiques nous laissent croire, mais que c'est bien la toiture, le renouvellement de l'air et les menus sur l'extérieur qui posent problème. Travail avec les étudiants aussi qui consiste à voir est-ce qu'on peut produire nous-mêmes notre énergie sans isoler, et qui montre qu'il nous faudrait donc des tours de panneaux solaires pour arriver à faire ce travail. Voilà, travail critique sur les isolants. D'abord, les isolants rouges, c'est les isolants qui sont faits avec de l'énergie pétrochimique. Ceux qui sont en dessous, ce sont les matériaux biosourcés. La catégorie qui s'intéresse beaucoup, c'est les briques monomures, parce qu'on est sur, non plus des sandwichs, mais réellement retrouver les capacités de la maçonnerie pure, comme question constructive. Je passe un peu vite. Je montre ça, puis après je vous passe la parole à Lydie. Un graphique que... Oui, je sais. Voilà, un graphique sorti par Damien Anthony, nos enseignants, qui montre que la tranche tout en bas, c'est un remplacement des fenêtres par des doubles vitrages. La tranche juste au-dessus, c'est de mettre une double fenêtre en simple vitrage, équipée par des joints qui marchent bien sur l'intérieur. Donc quasiment les mêmes performances. Et lorsqu'on voit un double vitrage, dans 20 ans, vous le mettez à la poubelle, alors que toute sa menuiserie, vous la mettez à la poubelle, alors qu'a priori, une fenêtre en bois avec du vitrage, on en connaît qui ont déjà 200 ans, et on rénove les mastiques, des choses comme ça, d'une façon très simple. Voilà. Donc, je vais passer rapidement à Didier. Tiens, Didier, vas-y, je t'amène les diapos. Il y en a beaucoup. Alors, il faut que vous sachiez que je suis réputé pour être un des enseignants les plus bavards de l'école de Lille. C'est pour ça que je te laisse 3 minutes. Et je n'ai donc qu'1 minute. Non, tout ça pour dire, on va passer assez vite, mais c'est intéressant de comprendre comment on monte un domaine d'études comme ça, tout neuf, et sans labo, a priori. Puisque on avait un labo qui était articulé avec les trois
3 domaines d'études, territoire, complexité, histoire, hein, pour faire vite. Et puis, ce domaine d'études matérialité arrive et il faut qu'il produise sa connaissance lui-même, en attendant que une structure se développe au laboratoire de recherche. Le laboratoire de recherche, bien sûr, quand je dis labo. Donc, il faut aussi intéresser les étudiants. Il faut une certaine masse critique, ça ne peut pas être une petite chapelle confidentielle, ça doit intéresser tout le monde. Donc, à un moment, il faut trouver une forme d'enseignement tout à fait adaptée à ça. Parce que quand vous proposez aux étudiants, on va passer un semestre à retaper, isoler une maison qui existe déjà, ils ne voient pas tout à fait l'intérêt. Raconter pour un séminaire ce que vient de raconter Vincent Dicaté, forcément c'est passionnant, mais pour un atelier de conception, voilà. Donc, d'abord, finalement, on a quand même été agréablement surpris, puisqu'on a toujours au moins 2 ou 3 ateliers, hein, ça fait 40, 45 étudiants, on est déjà monté jusqu'à 50 pour 3 ateliers, avec des thématiques croisées. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout aborder. C'était beaucoup mieux de multiplier les thématiques et de les croiser ensuite dans un travail de synthèse et de croisement. Voilà. Donc, peut-être un petit mot juste avant sur la question des formes de l'énergie. Vous vous demandez peut-être ce que ça veut dire. C'est qu'on a perdu complètement l'imaginaire de toutes ces formes. Commencer par la cheminée ou la brique de ventilation. Le chauffage central a fait un tort terrible dans l'expression architecturale, en tous les cas sur l'équipement technique de ces maisons, puisque l'énergie devient invisible, gaz, électricité, le confort thermique, tout au moins la chaleur est homogène, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à organiser la maison et on n'arrive plus à exprimer la maison d'un point de vue de son fonctionnement énergétique, mais aussi de sa structure, c'est une cheminée contre-vent à pignon, très souvent. Voilà, donc ça c'est des choses qui nous paraissent très intéressantes pour remettre de l'imaginaire là-dedans. Puis surtout les modes opératoires est aussi, vous allez me dire, ça c'est des trucs d'entreprise, non pas du tout, parce que cette question sociale elle est extrêmement importante. En fait, vous vous rendez compte que matérialité nous envoie sur une question sociale qui nous renvoie sur une question historique, ce qui est extrêmement intéressant. À un moment, par exemple, on parlait des maisons entre 4 et 6 mètres au Pile à Roubaix, qui est le quartier le plus pauvre de la ville la plus pauvre de France. Les maisons font 3,20 mètres de large. 3,20 mètres de large, c'est extrêmement petit, mais si on veut ne pas vider ces maisons et garder la population en place, évidemment, il faut travailler l'économie de la chose, qui est quelque chose qu'on enseigne très peu dans les écoles d'architecture. Donc, la façon de faire, le mode opératoire devient fondamental, puisque ce n'est pas avec un projet que vous allez vous en sortir. Aujourd'hui, pour qu'une maison au Pile soit rénovée, il faut 100 000 euros. Et on n'y arrive pas. Donc il faut faire autrement. Voilà. Donc, alors ce qui attire les étudiants, c'est les workshops avec d'autres écoles, c'est les échanges avec les partenaires, c'est que, à défaut d'avoir des cours extrêmement spécialisés, on travaille à la demande, on va dire presque, sous forme de ce qu'on appelle des capsules à Lille, c'est-à-dire sur une thématique particulière qui vient d'un besoin des étudiants. Donc on se met au travail et on cherche avec eux et on leur fait des petites présentations qui sont extrêmement intéressantes, surtout pour activer la connaissance sur le projet. C'est ça qui est très intéressant. Et on travaille systématiquement en groupe, c'est-à-dire qu'on va au-delà et on prend quelques libertés par rapport au texte ministériel sur le travail individuel. Beaucoup de visites, de chantiers obligatoires, en tous les cas dans mon atelier c'est obligatoire, visite d'usine, aussi, ça c'est très intéressant. Travail sur prototype également. Là vous avez un travail sur des réseaux apparents au cœur d'îlot, qui est extrêmement important, c'est un enjeu fondamental. On raccourcit les chemins et on peut avoir des distributions intérieures en intérieur d'îlots qui seront nettement moins coûteuses que si on est obligé d'ouvrir les routes, etc. Ça passe à un détail qui peut changer complètement la forme urbaine d'un intérieur d'îlot. Ça c'est en plus spécialisé, on verra, passe. Voilà, quelques travaux pour voir les problématiques abordées. Ce n'est pas forcément les meilleurs travaux, c'est ceux qui sont les plus représentatifs de ce que l'on travaille. Par exemple, l'extension, la fameuse extension que vous avez vue tout à l'heure sur la coupe, la coupe frais grandeur sur la photo,
c'est la passoire thermique par excellence, c'est celle qui a été faite en autoconstruction et qui est par là où il y a le plus de déperdition. Donc des travaux sont en train d'être faits, ça fait déjà plusieurs semestres que cette thématique se file au travers du domaine d'études, jusqu'à aujourd'hui en faire un support pour un projet BIM, pour pouvoir échanger ensuite avec les écoles d'ingénieurs aussi, et le construire avec des compagnons. C'est-à-dire supprimer l'extension, épaissir la façade arrière qui est toujours particulièrement dégradée à cause de ces extensions, et revisiter l'organisation typologique, la performance énergétique, et surtout réactiver l'intérieur d'îlot et le dégager d'ailleurs. Ensuite, voilà, un travail beaucoup plus technique et structurel. On fonctionne souvent en rang de maison dans ces îlots-là. Une maison là, que vous voyez au centre qui s'est écroulée. Et cette solidarité sociale a aussi entraîné une solidarité constructive, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'elle risque d'entraîner tout le reste. Donc un travail tout à fait spécifique sur comment on fait pour refaire tout le rang de maison, sachant que s'il est démoli, si l'îlot est démoli, sachant que c'est un îlot triangulaire en plus, on ne saura pas refaire avec les règles du PLU, avec le règlement du PLU, on ne saura pas refaire ça. Bon, j'ai le mauvais rôle, mais effectivement, il faut qu'on Allez, accélère. on y va. Il ne nous restera pas beaucoup de temps pour faire D'accord. Des choses beaucoup plus intéressantes qui vont sans doute intéresser le collègue de Lyon, qui est de réinvestir les cœurs d'îlots avec des productions énergétiques, et avec des marchés, des gestions de déchets, des services, des aménités, etc. Voilà, un travail très très intéressant qui revisite sur un groupe de 3 maisons, qui part du constat, donc vous voyez 3 maisons qui sont ici, plus quasiment l'étouffement intérieur. Ces 3 maisons-là, dont 2 appartiennent à un organisme, voilà, et donc, vous voyez, voilà, chaque maison à 12 mètres carrés sur un plateau de 36, un tiers de distribution. Si on groupe les maisons, on fait une grosse économie de surface habitable par le système distributif, et on peut à ce moment-là descendre considérablement. C'est un travail qui est allé jusqu'au descriptif. Il manque à peu près une semaine pour faire l'estimation de ce projet. C'est extrêmement important, sinon on n'est pas crédible du tout. Et on avoisine ce qui serait raisonnable pour un achat, donc autour de 1300 €, 1350 € du mètre carré habitable. Voilà, par exemple. Bon, voilà, on est peut-être fini. Alors, juste pour finir, parce que là c'est important quand même qu'on en parle, mais je finis après ça. On est bien ce qu'on fait. Mais je t'ai dit qu'on tiendra en moins d'1 heure. Mais non, mais on a sur le modèle de Grenoble qui avait remporté l'Oscar du Décathlon, on a monté une association qui a deux rôles. Un, c'est d'être le bras armé financier pour pouvoir financer des projets, et 2, qui est un forum qui permet aussi donc à tout le monde, à toutes les écoles partenaires d'ingénieurs, de design et tout ça, également aux industriels, et puis également à nos partenaires comme la Fabrique Quartier, la ville de Lille et tout ça, de pouvoir se réunir au sein d'une association qui puisse mettre en œuvre les projets avec des maisons qui se sont prêtées, sur lesquelles on peut intervenir, sur lesquelles on peut faire des mesures, et avec un prototype qu'on envisage de construire d'ici 1 an. Voilà, donc je finis avec peut-être le texte qu'on avait mis pour la Biennale de Venise, puisque le projet était exposé à Venise. Merci. Merci beaucoup. Pour essayer de rétablir le temps, je pense qu'on va reporter les questions à la fin de notre journée. On va passer directement à la session numéro 3.